Bon, là, on est à la ferme de Tchalou. Donc, c'est une ferme avicole qui produit où il y a environ 2000 pondeuses. Et c'est la première ferme avicole, disons, de Timimadina qui est gérée par M. Barry. En fait, c'est M. Barry qui a créé le projet, qui l'a monté et qui a été financé par un grand commerçant de la place. C'est la ferme avicole de Timimadina avec une grande production annuelle. Une installation. Et là, on est à Tchalou. Donc là, on est avec M. Barry, l'initiateur du projet. Donc nous allons lui demander, M. Barry, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire l'historique de ce projet? Oui, ce projet est né de la volonté de deux personnes, Alassane Diallo et moi-même. Nous nous sommes entendus de créer une petite entreprise, c'est ça. Maintenant, c'est devenu un GIE, un groupe d'intérêt économique. Donc, moi, je suis technicien, lui, il est bailleur de fonds. Et mais le principal bailleur de fonds, bien sûr, c'est son père. Donc, nous sommes installés ici depuis 2003. Et vu, nous avons près de 5 hectares. On a commencé par un petit projet de 1000 pondeuses. Et actuellement, la capacité d'accueil de la ferme, c'est autour de 5000 pondeuses. Donc, ici, nous avons une fabrique d'aliments, nous avons un forage qui a une capacité statique à peu près de 27 mètres cubes. Donc, c'est D'accord. la cinquième bande que nous élevons ici. Et peut-être que je me demanderai qu'est-ce qui mange tout ça là, et puis je vous répondrai certainement. D'accord. Donc là, actuellement, le projet, il est, disons, il a atteint sa vitesse de croisière. Non, pas du tout. Ah, C'est un d'accord. projet intégré. Mhm. Et intégré de quelle façon? C'est-à-dire c'est la pomme de terre, le maïs c'est la volaille. Oui, oui. Vous savez, à Timbi, les sols sont très pauvres. C'est le facteur limitant pour l'agriculture. D'accord. Et l'élevage, il fait une nature de régression. Et vous savez, les fonctions principales de l'élevage, c'est d'abord la sécurité alimentaire. Il faut de la protéine, l'alimentation des populations. Ensuite, c'est la fonction sociale, comme par exemple les dots, les funérailles et autres. Mais l'une des fonctions essentielles, c'est dans l'intégration agriculture et élevage, c'est-à-dire c'est la fonction de fertilité des sols et la fonction de traction animale. Donc ici, dans la zone de Timbi, il y a une importante zone agroécologique. Et la principale contrainte, c'est la pauvreté de ces sols de type dentari, très acide. Et actuellement, on regarde la régression du cheptel bovin, bovin Mhm. et autres, c'est les gens utilisent la viande. Oui. Donc c'est pourquoi on a intégré ce projet. Et la principale spéculation au niveau de la zone, c'est quoi? C'est la pomme de terre. Et la pomme de terre demande beaucoup de viande, beaucoup de matière organique, en sus des matières minérales. Donc, ce qui veut dire que à travers ce projet, déjà, ce n'est pas seulement la production de chair animale, il y a Hmm. aussi la production de viande Bien sûr, pour la filière de la pomme de terre. ouais, ici, vous savez, les gens ont besoin de gamma 3, ils ont besoin de beaucoup de nutriments pour les enfants, pour les femmes, etc., etc. Donc, nous produisons des œufs pour la population, pour la consommation locale, pas pour notre consommation, pour vendre. Nous produisons de la chair, parce qu'à un moment donné, ici, il est très difficile d'avoir de la viande. Le kilo de viande coûte 25 000 francs, mais au mois de mars, avril, jusqu'au mois de juin, difficilement on a de la viande de bonne qualité. Donc, la chair de poule peut suppléer à ce manque de viande. D'accord. Donc la fonction principale de la ferme, c'est la production de d'abord de consommation et de contenu de chair. Mais il joue un rôle important dans la fertilisation des sols parce que nous vendons de la viande et nous utilisons la viande pour la production de la pomme de terre. Et on profite de l'arrêt effet de la pomme de terre pour planter autre chose, ou une céréale, ou du maïs, ou du riz, etc. D'accord. Donc, je vais aussi peut-être essayer de vous poser une question qui est un peu délicate. Est-ce que sur le plan financier, est-ce que c'est rentable réellement? Oui, je peux dire que c'est rentable, hein, si c'est bien sûr, si c'est bien géré. Exactement. Vous savez, la difficulté que nous avons ici, c'est l'alimentation. C'est un poste de dépense extrêmement élevé, extrêmement difficile à gérer. Et une poule comme de stade poussin jusqu'à la réforme consomme autour de 48 kg d'aliments. Mhm. Donc si vous estimez autour de 3500 francs le kilo d'aliments, vous savez ce que ça représente pour 1000 pondeuses. Exactement. Ensuite, il y a les autres charges. Mhm. Par exemple, les coûts de vétérinaire, main-d'œuvre et tout ça, là, c'est tout le coût du transport et de l'eau. Exactement. Mais au finish, si vous faites la chose, vous faites votre compte d'exploitation, vous trouvez que c'est rentable quand même. Mhm. Par rapport, parlons un peu d'infrastructures. Ouais. Par rapport aux infrastructures que vous avez mis en place, quelles sont réellement les grandes lignes des infrastructures que vous avez mis Bon, en vous place avez vu ici? notre technologie, nous faisons un élevage au sol. Mhm. C'est pas un élevage en batterie comme ailleurs là.
davantage ça, c'est un peu c'est anti-naturel. On dit ça d'ailleurs. En fait, vous êtes dans l'écologie, quoi, en Dans disant. l'écologie. Ouais. Bon, donc nous préférons élever au sol Mhm. et dans un espace un peu élargi pour que les poules restent plus facilement, comme vous l'avez vu là. Oui, oui. Et si vous, tout de suite, on va avoir la qualité des œufs, mais c'est impeccable. Si vous comparez même à partir de la couleur des œufs, comparé aux autres, c'est pas la même chose. Et comme votre dame venait de le dire tout de suite, vous avez vu comme une fois on est un peu placé, Oui. haut placé. Oui. Donc nous sommes sur une plateforme bien aérée. Mhm. Et c'est ça là. Exactement. Ici, on est dans une zone, disons, un peu montagneuse. Et bon, moi, personnellement, je respire bien. Déjà, je le sens et l'air est vivifiant. Ouais. Donc, le poulailler que nous voyons ici, il est assez différent des poulaillers que nous voyons dans les pays occidentaux parce qu'ici, les pondeuses sont à l'air libre et ils ne sont pas réellement stressés. Donc, voilà. Et par rapport à tout ça, est-ce que vous ne... Parce qu'il y a un problème qui se pose au niveau du marché ici. Beaucoup m'ont expliqué qu'ils subissent la concurrence du poulet importé. Est-ce que vous en subissez aussi les conséquences Ouais, ici? en fait, nous on ne fait pas des poulets de chair. Ah, d'accord. Nous faisons des poulets, nous Pour avons des les œufs. poules pondeuses pour, Oui. pour la D'accord. production d'œufs de consommation. D'accord. Mais après la réforme, on vend les poules D'accord. pour la chair. Donc, en fait, votre poste Oui, mais de... il arrive des moments où il y a des méventes ici. D'accord. Par exemple, les mois passés, je pense que c'était tout le monde était au rendez-vous. À un moment donné, il y avait des trous, il n'y avait pas d'œufs. Les gens se sont dit, bon, tiens, chacun s'est dit, bon, je vais envoyer des poulets, des poulets, des poulets. Et finalement, chacun en a envoyé. Et le marché était bondé Okay, de ouais, ouais, choses. ouais. Donc, ça Que, arrive. ouais. Mais le plus souvent, nous, on vend. Si, par exemple, la production n'est pas ici, toute la production n'est pas consommée par Timi Madina, on envoie vers des Diaobé, vers Conakry, etc. C'est comme ça que nous arrêtons les Donc, ce qui veut dire en conclusion, vous avez un marché qui n'est pas seulement local, disons. Non, non, pas du tout. Exactement. Pas du tout. Imaginez-vous, actuellement, on produit à moins de 67 alvéoles par jour. Nous sommes à 3-4 mois de compte. Plutôt 4-5 mois de compte. Donc, nous avons autour de 94% de compte, parce que nous sommes en plus de compte. Et nous sommes arrivés à produire 72 alvéoles ici, avec 2333,12. Vous voyez ce que ça fait? Ouais, c'est un record, même en France. Donc, si vous avez 67 alvéoles, la population qui ne sommes pas consommer tout ça. Mais n'empêche, il arrive des gens aussi qui achètent des œufs à l'âge, malgré tout. Exactement. Et nous, parfois, on envoie des œufs à Diaobé, on envoie des œufs à Timbitouni, ici, à Nindeland, un peu partout, à Pita. Mais c'est toi qu'on a créé ça. Nous avons des clients potentiels à Conakry. Okay. Par le passé, c'est des femmes qui viennent acheter des œufs ici pour les envoyer à Dakar au Sénégal. D'accord. Ah, donc vous êtes même transfrontalier, disons. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, toujours pour le site guinéweb.org, je crois que je vais vous poser une question par laquelle j'aurais dû commencer. Et j'aimerais bien que vous, si c'est possible, que vous vous présentiez à nos lecteurs. Ah, ok. Moi, c'est le docteur Mamoud Diang d'Alaba Bari. Je suis docteur vétérinaire de profession. J'ai une maîtrise en agriculture. J'ai eu la chance de faire Israël, l'Université au Sénégal international de Climacho. J'ai fait le Sénégal, Dakar, l'ISRA, et le Centre d'études écologiques de Dakar. Et j'ai fait les États-Unis, l'Université de Cornell aux États-Unis. J'ai travaillé dans l'opération Extension dans 6 États. À New York, j'étais à Orphan Country Market. Ensuite en Floride et à Chicago. Et j'ai fait un peu l'Ohio, mais évidemment dans les grandes fermes. Et surtout à Michigan. Je suis passé au niveau de l'Université de Michigan, au niveau des grands fermiers malgré toutes les opportunités que vous avez vues à l'extérieur, vous avez préféré revenir au pays et participer à ce développement. Oui, j'ai un diplôme de Cornell. J'ai aussi une attestation des fermiers nord-américains, du bureau des fermiers nord-américains. Mais je préfère tout ce que j'ai eu à voir là, le ramener ici. Donc c'est ça, faire le transfert de technologie. Je suis en train de voir ce qui est adaptable. Tout ce qui s'adapte bien, je vais bien l'adapter. Et je préfère vivre ici et de temps en temps aller là-bas et revenir. Parce que c'est dans ça, c'est en confrontant les idées que les gens pourront innover. Parce que c'est en fait c'est le développement à la base, disons quoi. Voilà. Il faut aller voir et revenir et essayer. Si vous trouvez que ça passe, c'est ça. Il ne faut pas après avoir appris tout rester là-bas et c'est pas bon. D'accord. Monsieur Barry, là je vais vous proposer, si ça ne vous dérange pas, que vous nous fassiez une petite visite de votre ferme pour le site qui devait Et ce que je peux ajouter,
Cette ferme que vous avez vu, je vous parlais d'un groupement d'intérêt économique. Moi, je suis chercheur et je suis chef programme D'accord. élevage de la Guinée, basé à Timani, à l'Irak. Oui, Donc, l'Irak, c'est... l'Irak, c'est l'Institut de recherche agronomique de Guinée. D'accord. Et le siège du programme élevage en Guinée, ici, c'est à Timani, au centre régional pour le recherche et développement De Baring. de Guinée, on appelle Baring. D'accord. Et Baring se trouve, disons, Ça, à... c'est dans le cadre du développement, c'est pas le cadre de la recherche. Mais ici, chaque fois, je reçois des étudiants ici, et ils font leur stage. Je ne les ai pas fait beaucoup de choses parce qu'à Baring, on a un petit noyau de que vous aurez l'occasion de visiter, bien sûr. Oui, si vous le permettez. Bien sûr, qui ne permet pas de faire tout le stage pour des gens comme par exemple ceux qui sont en phase terminale. D'accord. Donc on peut tourner un peu, vous allez voir. Et on va commencer d'abord par la production. Bien, et voilà, ça c'est la production du jour. De 3 jours, je vais dire. Et voyez-moi la qualité des œufs. Donc c'est des œufs. Pouvez me le remontrer, s'il vous plaît, monsieur? Vous pouvez me remontrer l'œuf? Oui. Je prends une œuf. Exactement. Comme une fois, les œufs sont uniformes. Oui. Aucune difficulté. Ils sont bien calibrés. Bien sûr, bien calibrés. Une taille, la couleur. Et vous allez en goûter, je vais vous donner quelque chose. Vous allez manger. C'est ça, vous allez apprécier. Ah d'accord, donc là... Il ne suffit pas de voir de l'extérieur. C'est pas les yeux seulement, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, M. Barry nous fait cadeau des œufs de Tchalo. D'accord, merci. Et vous avez vu, cet homme, c'est un volaille qui est en train de... Donc là, on a la... M. Barry nous expliquait tout à l'heure qu'on a la production de 3 jours, vous dites? De 3 jours. Vous savez, actuellement, on est à 60 adultes par jour. Donc, c'est pas petit par rapport à 1933. D'accord. C'est très bien. Et quelle est la... s'il vous plaît, quelle est la durée de vie d'un œuf, la durée de disons la date de péremption? Voilà, ça dépend de la conservation. Oui. Ça dépend du climat et beaucoup de facteurs. Donc, un œuf bien conservé dans des conditions idéales peut faire 2 mois sans problème. Et peut-être même plus. Voilà. Mais quand l'endroit est confiné et quand il y a des gaz, quand par exemple il fait très très chaud, tout ça là, facilement l'œuf s'altère. Donc vous n'avez pas ce problème ici, étant donné qu'on vit dans un pays de climat un peu chaud? On n'a pas eu ce problème ici encore. D'accord. Merci. Donc on va aller voir ailleurs aussi? Oui, allez-y. Okay. Monsieur Barry, nous sommes ici dans quelle partie de votre projet? Voilà, j'ai oublié de vous dire que ce n'est pas seulement de la volaille que nous avons ici, nous avons aussi les petits ruminants. Ah oui. Et particulièrement, nous avons ici les caprins. Les caprins. La chèvre naine de Guinée en particulier. Et c'est dans quel but? C'est aussi pour la production de la chair? La production de viande. D'accord. Parce qu'ici, on n'a pas encore commencé à produire la lait. Mais nous avons comme objectif de produire du lait, de faire du fromage avec les moutons, avec les chèvres que nous avons ici. D'accord. Et ici, nous sommes où en fait? Nous sommes dans le pâturage. Ah d'accord. Ça c'est le pâturage, notre bovin. Pour les petits ruminants ou bien pour les bovins? Pour bovins et petits ruminants. En fait, comme c'est pas encore clôturé, donc c'est un pâturage communautaire. D'accord. Mais quand on va commencer à clôturer, on va clôturer, on va ensemencer le pâturage, on va l'enrichir en espèces fourragères de qualité. Déjà on avait tenté. Alors oui. On le ferme. I'm here to do. Ok, j'arrive, c'est des étrangers ici. Donc ici, nous avons une vue d'ensemble de la ferme de Tchalo. Donc vous expliquez, M. Barry, qu'ici, c'est pour les ruminants. Vous savez, c'est un bowal, c'est une curasse. Oui. Un bowal, c'est quoi en fait? Un bowal, en fait, c'est un espace qui abrite des petits arbustes et où le sol est dominé par une curasse. Où pratiquement rien ne donne, ce qu'on appelle en polaire un bowal. Mais malgré tout ça, il y a des espèces qui sont appétées par les animaux. Et en français, comment on peut traduire ce mot n'existe pas en français. D'accord. Donc on va garder garder le terme bowal. Bon, mais vous avez vu, il est très pauvre en plantes fourragères. Oui. Une espèce beaucoup appétée. C'est pourquoi nous envisageons ici de faire la culture fourragère. D'accord. Et comme plante, on a déjà envisagé de planter sur le bracaria. Dans certaines choses, il y a de la terre.
Et ensuite, il y a l'Arakis Painter, on l'a expérimenté de l'autre côté, peut-être vous allez le voir, là aussi ça peut marcher. D'accord. Et ensuite, on va voir le style Zanté s'il va marcher ici. D'accord. Ça, c'est des plantes Le qui... style Zanté, c'est l'Arakis Painter, c'est des légumineuses. Mais le D'accord. Bracaria, lui, c'est une gramine. C'est des espèces endémiques ou bien... Exotique, oui, mais c'est des espèces vivaces. Donc, D'accord. il reste, il n'y a pas de problème. Que ce soit, quelle que soit la saison, il résiste. Ah, c'est bien. Il résiste plutôt. D'accord. Voilà. Ici, c'est la fabrique d'aliments. Mhm. Donc, quels sont les éléments qui entrent dans la ration, dans cet aliment concentré? Vous avez le maïs. C'est ça, ce que vous voyez là. Ensuite, vous avez les tourteaux de soja. Le Et tourteau, en fait, le c'est tourteau pour nos lecteurs, qu'est-ce que ça veut les dire? tourteaux, c'est après l'extraction de l'huile. Ce D'accord. qui reste là, c'est ce qu'on appelle des tourteaux. C'est très riche en protéines. Ensuite, il y a les coquillages D'accord. qui viennent de la mer. Ça, c'est les sources de calcium. Pour les... Le poisson aussi, qui est très riche en protéines et en calcium et phosphore aussi. Là, c'est des poissons séchés, en fait. Le poisson séché. Donc, maintenant, il y a le prémix, c'est-à-dire le CNV, le complexe multivitaminé. Et nous avons de la méthionine. La méthionine est un peu de lysine. Donc, ça, c'est un aliment déjà préparé. Vous avez. Donc, dans ça, on a 55% de maïs. 55% de maïs et le reste... Et on a 5% de brisure de blé D'accord. que nous obtenons à partir du grand moulin. C'est ce qu'on appelle le screening. Ensuite, on a 11% de farine de poisson. Nous avons 10% de tourteaux d'arachide, 5% de tourteaux de soja et 10,4% de coquillage. Tout ça là qui fait l'aliment. L'alimentation... Donc on met 2% de sel et 2,5% de CMV, c'est-à-dire de prémix. Donc on a 100% et notre aliment dose autour de 17,5, 17,8% de protéines. D'accord. Donc c'est ça. Donc là, c'est... Là, vous voyez, le maïs, il vient d'ailleurs, parce que cette année, comme je l'avais dit, c'est un truc intégré. On n'a pas pu cultiver le maïs. Ce maïs est venu de Lola, de l'eau, là. de la Guinée forestière. D'accord. Mais sinon, à part ça, c'est vous-même qui... normalement, c'est vous-même qui produisez le maïs pour Là, l'alimentation. c'est notre maïs. D'accord. Et ici, à Lola, bon, c'est tout à fait différent. Le maïs de Lola coûte moins cher par rapport au maïs cultivé ici chez nous. Donc ce maïs est rendu ici autour de 3 000 francs le kilogramme. Alors que si c'est au marché de Tindomana, c'est plus cher encore. D'accord, d'accord. Donc vous faites tout pour, comment on appelle ça, pour, comment on appelle, rentabiliser. Ouais, Il faudrait bien qu'il y ait un pivot entre les régions, parce qu'il y en a qui prennent ici les qui envoient vers la Haute-Guinée, vers ailleurs, et tout ce qu'on peut avoir la Haute-Guinée qui coûte moins cher vers la Guinée forestière. Il faut échanger. Minimiser les coûts. Ouais. Et ici, vous avez ce petit bout. C'est un groupe électrogène. Nous avons installé depuis 2004. Depuis 2004. C'est ce brouillard-là que nous utilisons ici. Donc tout est mélangé ici par terre. En fait, c'est voilà, c'est un broyeur que. C'est un broyeur. D'accord, d'accord. Donc sa capacité dépend du dynamisme des gens qui l'utilisent. D'accord. En fait, avec deux personnes, on peut faire 2 tonnes à l'heure. Mais avec une seule personne, c'est 500, 800 kg jusqu'à 1 tonne à l'heure. D'accord. Et actuellement, on utilise 250 kg d'aliments par jour. D'accord. Donc si on la tonne, on fait 4 jours. Et juste. D'accord, c'est bien. Bon, à partir de ça, vous pouvez tout de suite voir si c'est rentable. Bon, nos lecteurs vont faire le calcul eux-mêmes. C'est ça. Vous voyez, ça c'est du poisson. Ce poisson, on l'appelle le Kobe. Kobe. Oui. Et lui, il vient de Conakry. De Conakry. Il vient de la Basse-Côte. Mais plus souvent, c'est du poisson aussi, il vient du Sénégal. Ah oui. Très souvent. Il vient du Sénégal. Et par le passé, le maïs aussi venait du Mali. Mali, le pays en fait. Pas de Mali Yembéré. Non, pas Mali Yembéré. D'accord. De Mali de l'autre côté. D'accord. Mais actuellement, vous savez ce qui se passe là-bas. Oui, oui, oui. Tac, c'est parti. Donc, monsieur Barry, ici, on est où? Bon, voilà, c'est la poussinière. La poussinière, c'est là où on démarre des poussins.
quand les poussins sont importés ou bien quand on les cueille au niveau de Kindia ou de Koba, c'est la salle que nous aménageons quoi, pour la première fois. En fait, les poussins, ils grandissent ici. Ici. Donc pendant 21 jours, pendant un mois d'ailleurs, je dirais, les poussins restent ici avant d'être transférés au niveau du poulailler d'élevage. Donc là, vous avez vu ça, c'est une éleveuse. Ce que vous voyez là. Maintenant, en bas de l'éleveuse, il y a toujours des cartons qu'on met tout autour, un cercle. D'accord. Donc, au beau milieu, on met le fourneau parce qu'ici, il n'y a pas d'électricité. Oui. Ah oui, je voulais même vous poser une question autour de ça à propos de l'énergie. Voilà, donc Quelles c'est le sont charbon, vos c'est sources le combustible, c'est le d'approvisionnement? charbon que nous utilisons ici. Donc quand il fait très chaud, les poussins déjà ils vont aller dans les côtés. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réguler la température, la chaleur? On tire un peu, vous avez vu, il y a des poulies qui font monter les poulies. Ah d'accord. Oui, Et oui. quand la chaleur est excessive, en ce moment on fait sortir carrément des fourneaux. D'accord. C'est comme ça que donc du premier jour au 30e jour, en principe, il n'y a pas de chose, il n'y a pas d'interruption, il y a toujours de la chaleur. Et le premier jour, on utilise 36 degrés. Et on dégraisse au fur et à mesure jusqu'à 25 degrés. Jusqu'à ce que le pouls s'adapte. À partir du 30e jour, maintenant, le transfert au niveau du poulailler d'élevage. D'accord. Et j'avais filmé tout ça, et je peux vous donner le dernier lot là. Oui, oui, Le suivi des poussins qui étaient là. ouais, des poussins. Ah, c'est bien, c'est bien. Le document existe. D'accord, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà. D'accord, donc là, c'est la pousse, comment vous dites? La poussinière. La poussinière. Bien. Et là, nous sommes, oui, monsieur Barry? Ouais, ça c'est la ressource la plus importante. L'eau. Vous avez vu, on a dompté le bois. Ah oui. Et avec ce forage que nous avons ici, nous avons l'eau à gogo. D'accord. Oui, oui. Vous avez une très bonne eau. En fait, elle est potable. Potable, très potable. Et on peut même faire eau de timbi ici. Oui, oui. Produire et vendre. D'accord. Parce que le forage fait 27 mètres cubes. Eh ben. Donc on peut pomper 27 000 litres heure. 27 000 litres heure. 27 000 litres heure. Donc en fait, vous pouvez faire une production qui dépasse même le niveau local. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et vous avez vu comment on a fait l'installation. Donc entre le forage qui est là-bas et le cube, vous avez 600 mètres. 600 mètres de distance. 600 mètres de distance. Donc vous avez fait une canalisation de 600 mètres. Donc là maintenant vous avez vu le bassin se trouve sur une pente. Oui. Donc l'eau revient dans les choses par gravitation. D'accord. Partout où vous passez ici, vous avez de l'eau. Partout. D'accord, là nous avons les bassins pour la distribution, c'est ça? Ouais. En fait, vous avez créé un réseau ici. Ouais. D'accord. Donc nous avons de l'eau quand Ah même. ouais, c'est le plus important, ouais, évidemment, évidemment. Et n'oubliez pas ces petits ruminants là, comme ils se rebondissent. Ah oui. Je vous disais qu'il y avait des petits ruminants. D'accord, je vois quand même quelques chèvres là. Voilà. Oui, ils sont c'est caché. Bouclés, hein. D'accord. Chaque animal a un numéro d'identification. Parce qu'on a quand même, comment on appelle ça ici, il y a un fléau dans cette zone là. Le vol de bétail. Le vol du bétail. Exactement. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un vol de bétail. Hein. Ah ouais. Mais ça nous permet quand même de faire le suivi de la reproduction, le suivi sanitaire, le suivi démographique, les antécédents et tout ça là. D'accord. Surtout le suivi sanitaire. D'accord. Quand on a vacciné le numéro 3, quand est-ce que le numéro soit mis bas, etc. D'accord. C'est pourquoi nous avons identifié par ces boucles. Ah ouais. Mais c'est quand même... Et je pense que la prochaine fois, vous allez goûter notre fromage. Hein. Ne me dites pas que vous produisez aussi du fromage ici. On n'a pas commencé le produire. Ah d'accord, ok. Parce que nous voulons avoir au moins une cinquantaine de femelles. Oui. Pour se lancer dans la production de fromage. Ah donc bientôt on va manger de la mozzarella ici. Pourquoi pas. Ouais. N'est-ce pas madame? Ouais. Ça va renforcer les os. C'est vraiment vivifiant ici. Hein. Là, nous avons les petits ruminants dont M. Barry nous parlait, les chèvres. En fait, quelle est la race comment il s'appelle cette race? Cette race s'appelle la chèvre naine de Guinée. D'accord. La chèvre naine de Guinée. Donc elle est endémique. Elle est endémique. Son
foyer original, c'est les hauts plateaux de Fouta vers les Gawai. Ah, d'accord. Maintenant, cette zone s'est étendue vers le Mali, le Sénégal et la Gambie. D'accord. Très recherché, très recherché. Pour sa chair ou bien pour... Résiliente aux conditions difficiles. Oui, oui. Bon, ensuite, les résistants à la trypanosomiase. Comme la race Nama en fait. Aux téléroses, aux maladies otiques et maladies transmises. Comme la race Nama Comme la race Nama. du côté bovin. Très recherché. D'accord. Et le taux butyrique très très élevé dans son Ah, qu'est-ce que cela signifie? Moi, vous nous utilisez des termes techniques là. La matière grasse. D'accord, d'accord, d'accord. On en fait facilement du fromage, du beurre, du beurre et tout ça. Là. Mmh. Oui, le soir, c'est généralement du ligneux fourragé. D'accord, d'accord. C'est pourquoi on n'a pas détruit, on n'a rien touché. Vous n'avez pas touché aux buissons qui sont là. Nature. D'accord. Et ils aiment bien, les chèvres naturellement, ils aiment bien prendre en hauteur. Oui, bien sûr, bien sûr. On dit que la chèvre voulait imiter le singe. Ah, elle n'est pas arrivée. Malheureusement. Donc, monsieur Barry, ici nous sommes où Voilà, précisément? c'est le point nodal, c'est le point névralgique. D'accord, Parce que c'est là à partir d'ici nous avons l'eau. d'accord. C'est parti d'ici que On vous a avez. adapté ce groupe chinois là avec une dynamo. Mhm. Donc c'est lui qui génère. En fait, c'est une technologie locale maintenant. Voilà, c'est un peu chinois, guinéen et tout ça. Voilà. Donc il permet d'envoyer l'électricité au niveau de la pompe Mhm. et immerger au niveau du forage. D'accord. Donc quand tac, vous appuyez ici, Mhm. ça s'en va et tout de suite la pompe commence à fonctionner. Et il remplit les cubes qui sont là-bas. On D'accord. va arriver, je vais vous montrer le forage en question. La distance entre là et là, c'est une chose. Ça, c'est des fils électriques. Mhm. Donc, ce forage, c'est 26 mètres cubes. Ouais. La profondeur est autour de. Excusez-moi, 26 vous avez dit 26 mètres cubes. mètres cubes au Eh niveau ben. statique. 27 mètres cubes au niveau statique. C'est-à-dire que D'accord. si vous pompez 27 mètres cubes, vous avez toujours 27 mètres cubes. Qui reste. Stock qui reste. D'accord. Tant que En fait, 27 mètres, vous avez 27 mètres. En fait, vous êtes au niveau de la nappe phréatique, Bien donc sûr. tu auras toujours Il y a 27. toujours 27 mètres cubes. D'accord. C'est quand vous pompez au-delà que vous pouvez avoir des problèmes. Ah, Sinon, avec 27 mètres cubes, vous pouvez pomper tant que vous voulez, Tant que vous ça change. d'accord. Donc nous avons ici l'eau à suffisance. C'est de cette eau-là Ce dont vous forage a me. été, je vais vous dire, ce forage a été, la foration a été faite par Serpag, une société de la place, Oui, et CIS à la baie. d'accord. Mais les caractéristiques, tout ça depuis autres ont été étudiées par Géomécanique de Mamou. D'accord. Donc en fait, nous avons, comment on appelle ça, la technologie sur place et tout. On n'a pas besoin d'importer, comment on appelle ça, d'importer la technologie venant d'ailleurs. Non, les gens sont là, ils ont tout ça. Partout, évidemment, ça coûte cher maintenant. Hein. Oui, Très très cher un forage maintenant. d'accord. C'est autour de 100 millions le forage. Ah oui, 100 millions, c'est-à-dire à peu près dans les 10 millions d'euros. Oui, Exactement. C'est quand même, c'est une grosse somme ici. une grosse somme ici. Nous, on est allé par étapes. On a commencé d'abord par faire la foration qui nous a coûté autour de 10 millions. 10 millions de francs guinéens. Oui, de francs guinéens, c'était en 2003. Après, j'ai construit la margelle moi-même avec des maçons locaux. Mhm. Ensuite, j'ai un qui est venu avec les caractéristiques. J'ai acheté la pompe avec un ami qui est à Kindem, M. Diallo, qui est au SNAP. SNAP, c'est le service C'est le national service national d'appui au point 2, si voilà, je me trompe. C'est le point de vue, c'est bien ça. Exactement. Donc, ils nous ont monté ça et ça a marché.